Bonjour Valérie Pécresse, vous le savez, nous sommes désormais ici toutes et tous en direct sur BFM Business. À mes côtés, Nicolas Barré, évidemment, pendant ces 2h30 de direct. Alors vous savez, il y a une règle, c'est que les 8 candidats vont s'exprimer devant vous avec une règle du jeu, 5 minutes pour pitcher leurs idées et 10 minutes pour répondre aux questions des intervenants et des intervenantes avec à chaque fois un gong. C'est un peu brutal, mais pour bien marquer le temps. 10 associations de l'écosystème tech et digital se sont rassemblées pour cette occasion. Absolument, France Digital, Numéum, le Sinov numérique, le SIGREF, l'AFNUM, Talon du numérique, France Data Center, le SNJV, Systématique et la FEVAD. Cet événement, c'est aussi le vôtre. Vous le savez, ici, vous êtes 1700 dans cette salle autour de nous au Cirque d'Hiver. Vous pourrez nous envoyer vos réactions à chaud grâce à un nuage de mots. On le décryptera ensemble à l'issue de chaque séquence candidat. Et puis, vous pouvez rejoindre la conversation à tout moment. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag numérique 2022. On est prêt? Et donc, Valérie Pécresse, merci d'être là. Et c'est donc à vous pour 5 minutes. D'abord, merci aux 10 associations du collectif Convergence Numérique de mettre le numérique enfin au cœur de cette campagne. Alors, c'est vrai que la crise Covid a montré un certain nombre de fragilités de la France en matière numérique, que ce soit en matière de santé ou bien en matière scolaire. Ensuite, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine qui montre à quel point nous sommes fragiles et à quel point nous sommes interdépendants sur les questions numériques. Il y a des satellites qui peuvent être attaqués, il y a des câbles qui peuvent être coupés, il y a des cyberattaques, et puis il y a cette guerre informationnelle qui se déroule sur le web. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous poser la question du numérique dans cette campagne en termes de souveraineté. Souveraineté numérique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire faire confiance aux entreprises françaises. Ça veut dire vous faire confiance, à vous, les entrepreneurs de la tech, et essayer de développer avec vous une souveraineté française du numérique. Alors ça peut paraître utopique, ça peut paraître ambitieux, mais moi je veux construire avec vous un plan de souveraineté et de responsabilité numérique. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans ce plan? D'abord, on va parler infrastructure, on va parler cloud, parce que vous le savez, aujourd'hui, il y a un cloud dit de confiance, dans lesquels les données sont protégées, mais ce cloud dit de confiance, il n'est pas souverain. Et dans la durée, il n'est pas non plus stable. Il n'est pas de confiance dans la durée. Parce que si seule une entreprise étrangère peut faire la maintenance de ce cloud ou peut modifier, moderniser les briques logicielles, eh bien alors ce cloud on deviendra dépendant de ce cloud. Donc moi je souhaite que nous développions brique par brique les briques d'un futur cloud souverain français et qu'on se fixe un horizon pour cela. 2030, c'est ambitieux, c'est audacieux, il faut essayer de le faire et faire confiance à nos entreprises françaises. Et puis le deuxième sujet, c'est les logiciels et les algorithmes. Et là, je suis catégorique. Vous avez besoin de la commande publique. Plus que de subventions, vous avez besoin d'achats. Vous avez besoin de pouvoir de montrer des bacs à sable technologiques. Vous avez besoin de montrer dans des collectivités, dans des ministères, ce que vous savez faire. Et l'administration a besoin. Moi, je veux une grande transformation digitale de l'administration et des services publics. Et je veux qu'on utilise la blockchain pour sécuriser les paiements. Je veux qu'on utilise l'intelligence artificielle sur la data. Je veux qu'on utilise le machine learning. Je veux que tout ça, toutes ces technologies rentrent dans la sphère publique avec de la commande publique. L'objectif, 50% de commandes de logiciels français ou européens. On commencera par 10%, 20%, mais il faut que la commande publique vienne vous soutenir. Troisième sujet, la protection des données. Moi, je le dis, les données de santé des Français et les données nucléaires sont des données qui doivent être spécialement protégées. Je n'ai pas accepté que le Health Data Hub soit donné sans appel d'offres à Microsoft. Il faut que nous protégions nos données. Le prochain quinquennat sera le quinquennat de l'utilisation de la donnée et de la valorisation de la donnée. Et puis le quatrième sujet, c'est la cybersécurité. Vous savez qu'en tant que présidente de la région Île-de-France, j'ai
cofinancer le campus cyber en Île-de-France. L'écosystème numérique est malheureusement encore un peu trop francilien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut donner les moyens à notre cyberpolice et il faut créer un parquet cyber de façon à ce que nous ayons une justice qui soit en mesure d'aller chercher tous ces trafiquants qui utilisent le web, tous ces voyous, tous ces caïds, tous ces réseaux qui utilisent le web pour enfreindre la loi. Et puis il faut se prémunir évidemment contre les futures cyberattaques parce que la défense, eh bien, elle sera aussi demain cyber. En conclusion, je veux dire sur cette question uniquement de la souveraineté que je veux faire un haut conseil à la souveraineté économique et numérique auprès du Premier ministre et que ce haut conseil, il se prononcera dans un délai de 1 mois à chaque fois qu'une entreprise stratégique de la tech sera menacée d'être rachetée par des fonds étrangers. Pourquoi on va faire ça? Parce que c'est ce que font les Américains, c'est ce que font les Chinois pour protéger leurs pépites, leurs start-up et éviter qu'elles soient rachetées. Et évidemment, à côté, il faudra des fonds d'investissement qui français, et c'est pour ça que j'orienterai l'épargne des Français vers un nouveau livret pour faire des fonds d'investissement qui viendront, en plus de ce que fait la BPI aujourd'hui, investir en capital dans ces entreprises stratégiques. Bravo Valérie Pécresse, vous avez tenu vraiment à quelques secondes près les 5 minutes. Bon, je vais pouvoir me reconvertir dans la tech alors. Alors, c'est maintenant au public de voter en un mot pour dire ce qu'il a pensé de votre prestation. Vous avez 5 minutes pour ça. Et sinon, il y a encore quelques questions. D'abord, Marjorie. Oui, Valérie Pécresse, cette équation, c'est celle d'une histoire, et cette élection surtout, c'est celle d'une équation à 2 inconnus. La première, c'est le taux d'abstention réel et la vote et la participation des jeunes. Je rappelle que selon une étude de l'Institut Montaigne, la majorité des 18-24 ans sont en pleine désaffiliation politique. Ils ne se sentent légitimes d'aucun parti. Est-ce que vous seriez favorable à un vote en ligne? Il pourrait commencer demain, par exemple, on est à 1 mois pile du premier tour, et se continuer. Un vote en ligne, un vote électronique, vous seriez pour? Aujourd'hui, on n'est pas capable de le sécuriser et on n'est pas capable non plus de l'organiser. En même temps, c'est sans doute une des voies de l'avenir pour augmenter la participation, certainement. Mais ça suppose vraiment des investissements, là encore, on l'a dit, pour une vraie sécurisation de ce type de vote. Et il faudrait commencer, à mon avis, par essayer ça pour les élections locales. Et ce serait par exemple possible de l'envisager sous la responsabilité de ce Haut Conseil dont vous parliez tout à l'heure? Ah non, ça n'a rien à voir. Le Haut Conseil à la souveraineté numérique, pour moi, c'est vraiment un Haut Conseil qui protège nos entreprises, qui protège nos pépites pour les empêcher qu'elles soient rachetées. Mais si vous parlez de la jeunesse, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé parce que je savais que j'avais pas le temps, c'est la question des talents. Nous allons avoir besoin d'1 million de talents dans les métiers du numérique à tous les niveaux de qualification, du développeur aux ingénieurs. Et ce million de jeunes talents, il va falloir le détecter, il va falloir le former, il va falloir aussi qu'il soit pas seulement masculin, mais aussi féminin, et j'y tiens. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir commencer le codage très tôt, au collège. Moi, je pense qu'il faut commencer le codage dès la 5e, peut-être même dès la 6e. Ensuite, il faut qu'en seconde, on fasse chaque année un repérage de ceux qui ont un vrai don pour le numérique. Et dès la seconde, on les orientera, c'est les régions qui seront chargées de faire cette orientation, on les orientera vers les filières du numérique à tous les niveaux de qualification, du bac professionnel, du CAP au bac professionnel, puis dans le supérieur. On a besoin de ce million de talents. Et comme on ne va pas l'avoir tout de suite, il faut qu'on reconvertisse aussi, j'ai comme objectif de reconvertir 50 000 fonctionnaires, parce que si on veut faire la transformation digitale de l'administration, il va falloir avoir des fonctionnaires formés et de reconvertir aussi des demandeurs d'emploi. Et puis j'ai un projet pour les jeunes, c'est un revenu jeune actif, parce que moi j'aime pas le contrat d'engagement d'Emmanuel Macron, où, vous savez, on donne 500 € à un jeune contre 14 heures dans une mission locale. Moi je n'aime pas ce contrat d'engagement, je préfère un revenu jeune actif de 670 € pendant 6 mois, quand on accepte de se former à un métier qui recrute, et évidemment un métier de la tech. Alors, Valérie Pécresse, cette question des talents, ça nous fournit une transition formidable pour la question de Frédéric Mazellin, France Digital. Oui, bonjour. Pécresse, merci beaucoup pour votre intervention et votre vision. Alors, en effet, sur les talents, c'est un sujet crucial, puisque toutes les sociétés qui grandissent se rendent compte à quel point il est difficile de recruter. Il y a une véritable pénurie
de talent. Donc concrètement, votre bilan en 2027, vous le feriez tenir en combien de lignes, en combien de mots, et concrètement, ça se traduirait par quoi sur la thématique justement non seulement de la formation à l'école, mais aussi de la reconversion, puisque le grand enjeu, c'est d'un côté, on voit bien qu'il y a un chômage dans certains secteurs, et de l'autre côté, dans le numérique, on est complètement en pénurie. Donc, comment on passe de l'un à l'autre et comment on fait qu'on a un bilan extrêmement positif dans les talents du numérique? Alors d'abord, je travaillerai avec vous, parce qu'il va falloir définir tous les métiers dont on va avoir besoin. Et c'est selon ces métiers qu'on ouvrira les formations. Et là, on a vraiment besoin d'un grand plan, on a besoin d'une alliance pour les talents du numérique. Alors, je vous ai déjà expliqué comment j'allais faire à l'école. J'ajoute qu'il faut remettre les mathématiques dans le tronc commun du bac, parce que si on perd notre potentiel mathématique et si on baisse en maths, les mathématiques seront une des grandes causes pédagogiques, la grande cause pédagogique avec le français de mon quinquennat. Parce que je pense que si nous sommes si bons dans le numérique, c'est parce que nous sommes très bons en mathématiques. Et ça, il faut évidemment pas le perdre. Donc, des maths, le repérage des talents dès la classe de seconde, la possibilité aussi de faire de l'apprentissage, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui pourraient s'engager dans l'apprentissage dès la classe de troisième ou de seconde dans des entreprises de la tech, ce qui vous permettrait d'accélérer l'arrivée de ces jeunes talents. Donc, ouvrir des formations en apprentissage, et puis évidemment, avec les régions qui seront chargées de la formation des chômeurs et de la reconversion, mettre en place un grand plan de reconversion au métier du numérique de toutes les personnes qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché du travail. Prochaine question, elle vous est adressée, Valérie Pécresse, par Xavier Cour pour la FEVAD, et il va falloir justement vous tenir sur ce manche debout pour pouvoir poser votre question. Merci. Bonjour madame. Le numérique a changé, le monde a changé. Le numérique fait qu'aujourd'hui le consommateur consomme différemment, l'entrepreneur dirige différemment, et la concurrence internationale est différente. Il y a beaucoup de champions français, un certain nombre sont là, j'en représente un, VP. Le problème, c'est qu'on est tous sur une ligne de départ d'une course internationale, mais les Français, on a un sac qui est très lourd, qui est rempli de beaucoup de choses, des pierres assez lourdes, que ce soit du côté des normes, que ce soit du côté de la fiscalité, et on n'est pas sur le même pied d'égalité par rapport à notre concurrence. Est-ce que vous avez conscience de cela et quelle est votre position? Absolument, j'ai conscience de cela. Je pense que vous devez demander au prochain ou à la prochaine présidente de la République de s'engager à dénormer et à mettre en place un écosystème beaucoup plus favorable aux entrepreneurs. L'autre jour, j'étais avec un entrepreneur qui me disait que quand il était arrivé à Dublin, les administrations de Dublin étaient venues le voir pour lui dire « De quoi avez-vous besoin ?» Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on est reçu dans une ville française quand on crée une entreprise. Voilà, donc je pense que c'est une question d'état d'esprit. Il faut que l'administration aide les entrepreneurs. Il faut qu'on divise par 2 la durée de toutes les procédures administratives d'autorisation. C'est l'objectif que s'est fixé le chancelier allemand Olaf Scholz. Et donc, si les Allemands y arrivent et que nous, on le fait pas, eh ben, on va prendre encore des années de retard et les entreprises iront se créer de l'autre côté de la frontière. Donc, on a besoin d'un choc de simplification, de débureaucratisation. C'est ce que j'appelle le comité de la hache. L'idée, c'est de simplifier toutes les normes et de le faire, évidemment, avec les branches professionnelles, parce que c'est vous qui savez quelles sont les normes qui ne vont pas. Sur les impôts, moi, je suis pour baisser les impôts de production pour qu'on ait des entreprises qui soient remises dans la même moyenne que le reste de l'Europe. Mais pour baisser les impôts, chers amis, vous êtes des entrepreneurs, pour baisser les impôts, il faut d'abord baisser les dépenses. Et je revendique dans cette campagne d'être sans doute la seule candidate qui propose 2 fois plus d'économies que de nouvelles dépenses. Parce qu'il va falloir faire des réformes. Et la question de la performance publique, elle doit être au cœur de vos revendications et de vos attentes. Vous devez demander beaucoup plus avec l'argent de vos impôts. Et le numérique, la digitalisation de la sphère publique va nous permettre
de faire des économies substantielles et de beaucoup mieux rendre le service administratif. Et donc ça nous permettra, avec ces réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, réforme de l'État, décentralisation, bloc de compétences, digitalisation, ça nous permettra de baisser les impôts des entreprises et de vous faire un écosystème qui sera beaucoup plus attractif. Merci. Alors il nous reste 2 minutes. La question suivante vous est posée par Emmanuel Roux, Synov Numérique. Oui, bonjour, enchanté. Au vu de l'urgence climatique, le libre accès aux données pour les PME et les TPE, et ça pour tous les, du numérique évidemment, mais pour tous les secteurs d'activité, est essentiel. C'est qu'ainsi qu'elles pourront se mobiliser pour mettre leur créativité, leur imagination et leur savoir-faire au service des défis qui nous attendent. Que diriez-vous sur le modèle de l'open banking, de faire l'open industrie, l'open agriculture, l'open énergie, mais ouvrir les données à tous et à toutes pour permettre la créativité de chacun? Merci. Alors, sur la question de la transition écologique, évidemment, le numérique fait partie de la solution, mais on voit aussi que l'empreinte carbone du numérique devient de plus en plus lourde. Donc, il faut qu'on se fixe des objectifs sur cette empreinte carbone. Imaginez des data centers neutres en carbone, par exemple, à l'horizon 2030, c'est possible. Et je pense que ça va être une demande qui va être faite à l'industrie du numérique. C'est de travailler à limiter son empreinte carbone. Le sujet, évidemment, comment est-ce qu'on produit une énergie décarbonée, zéro carbone 2050. Pardon, je fais cette incise parce que vous avez parlé de transition écologique et je pense que la question va être clé pour le développement du numérique et qu'on peut faire du fait qu'on produise une énergie décarbonée un atout concurrentiel dans un monde où la responsabilité environnementale sera très forte. Ça, c'est la première chose. Mais vous avez raison, le quinquennat qui vient va être le quinquennat du bon usage et de la valorisation de la donnée, et notamment de la donnée publique, mais pas que. Donc, si j'en prends typiquement la donnée environnementale, moi, je pense qu'il faut, comme on a prévu de faire un Health Data Hub, faire un Green Data Hub, avec l'ensemble de la donnée environnementale, et pouvoir la mettre à disposition. Moi, vous savez, j'ai piloté un certain nombre de projets dans ma région d'intelligence artificielle où on mettait à disposition des startups les données d'entreprises ou d'entreprises publiques ou d'entreprises privées. Ça a formidablement marché. Et que ce soit pour de la médecine personnalisée, que ce soit pour optimiser les temps de transport, que ce soit pour travailler sur l'avion du futur, eh ben on a formidablement marché. Ah, c'est un peu violent, c'est vrai. Merci Valérie. C'est un peu violent. Moi, j'avais un dernier mot, mais j'ai pas le droit de le dire, mais sur le recyclage. Parce que si on parle de transition écologique. Pas sur cette scène. Bon, 10 € pour les téléphones usagers, 50 € pour les ordinateurs usagés. Il y a 110 millions de téléphones usagers dans les tiroirs des Français. Donc, il faut faire aussi cet effort de transition écologique. C'est défendu, on l'aura entendu. Merci Valérie Pécresse.